Le tableau numéro 4 s'appelle « Attraper le buffle ». Stabilisation et persévérance. Tout est dit dans ces deux mots-là. Stabilisation, persévérance. Tapas. Aujourd'hui est venu le buffle qui longtemps a erré dans la nature. Tiens-le bien. Il s'est promené si longtemps seul dans cet agréable environnement qu'il n'a pas envie de désapprendre ses mauvaises habitudes. Il continue à désirer de l'herbe épaisse et sucrée. Il est encore têtu et indompté. Si le bouvier veut le maîtriser, il va devoir user de son fouet. Il doit tenir les rênes bien serrées, car le buffle a encore des tendances malsaines. Et en relisant ces tableaux ces derniers temps, Johan me dit « Mais c'est le bouvier qui parle, ça ne peut pas être le buffle. Le buffle représente notre nature immaculée. Comment veut-on dire que le soi aurait des habitudes malsaines ?» Donc je relis le tableau du point de vue du bouvier. Hier, le buffle m'était apparu. C'était fantastique, j'en ai eu un aperçu glorieux. Je savais qu'il y avait des traces ici et là, je les avais vues, mais hier j'ai vu l'arrière-train du buffle, son pelage couleur miel qui m'a illuminé du dedans. Et aujourd'hui, le buffle est revenu, mais il est revenu très brièvement, je ne sais pas pourquoi, mais je veux qu'il reste, parce que c'est tellement chouette d'être dans son rayonnement illuminant. Donc il faut que j'apprenne à bien tenir ce buffle. C'est parce qu'il s'est promené si longtemps dans cet agréable environnement qu'il n'a pas envie de désapprendre ses mauvaises habitudes, à moins que ça soit moi qui n'ai pas envie de désapprendre mes mauvaises habitudes. Le buffle continue à désirer de l'herbe épaisse et sucrée, à moins que ça soit moi qui continue à désirer de l'herbe épaisse et sucrée. Ah, ce buffle, il est encore têtu et indompté. Qui des deux est le plus têtu? Je vous le demande. Si je veux maîtriser ce buffle, je vais devoir utiliser mon fouet. Il est allé se munir du matériel. Et je vais tenir les rênes bien serrées, parce que ce buffle, il a des tendances malsaines, mais je vais lui apprendre parce que je veux qu'il reste avec moi. Avec moi. Avec moi. Mon buffle à moi. Qui a des tendances malsaines? Moi. Et ce passage du tableau 3 au tableau 4, il est absolument crucial. C'est le passage où nous cessons d'être des toxicomanes pour devenir des êtres spirituels autonomes. Premièrement. Deuxièmement, c'est le moment où il va falloir vraiment intégrer, il va falloir travailler. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment ce buffle céleste, il va se laisser faire avec un fouet? No way. D'ailleurs, vous avez déjà essayé avec des animaux, les ânes, les vaches. Ça ne fonctionne pas. C'est comme disait Johan, si on essaye d'attraper un papillon, il s'envole. Si vous restez tout tranquille, le papillon vient se poser. Et là, en fait, le bouvier n'a pas encore compris cette chose-là. Donc, il pense qu'il est possible de le posséder. Et c'est ce mécanisme d'appropriation qui est omniprésent en nous, où on veut que les choses soient nôtres et on veut les garder. Et en voulant garder quoi que ce soit, en l'occurrence là, une expérience sublime, eh ben, elle nous échappe. Et ça arrive en fait à beaucoup de gens qui vivent ces aperçus intérieurs, on l'a un petit peu décrit hier soir, ces moments de grâce, et tout le monde en a vécu, il ne faut pas croire que vous êtes le seul dans la salle à ne pas l'avoir vécu, c'est des fois beaucoup plus simple que ça en a l'air. Et
parfois ces expériences sublimes sont tellement puissantes qu'il y a deux écueils possibles. Le premier écueil, c'est de croire que c'est ça l'illumination. Qu'en fait, l'illumination, c'est d'avoir une expérience spirituelle très plaisante. Du coup, on voudrait que l'expérience spirituelle plaisante dure. Et donc, on peut développer une espèce d'addiction à ça. Et avec Johan, ça nous est arrivé de rencontrer des gens qui avaient vraiment eu des transformations, peut-être pas encore des transformations, mais en tout cas des expériences où le voile se déchire et ce qu'il voit est tellement beau qu'ensuite toute la vie devient fade. Et ces personnes-là, on n'en a pas rencontré beaucoup, mais on en a quand même rencontré une ou deux, on crée une espèce de nostalgie extrême de ce moment qu'ils ont vécu et n'ont jamais réussi à le retrouver dans leur vie. Et en fait, du coup, on se désintéresse de la vie quotidienne, on se désintéresse finalement du monde. Rien ne vaut ce moment sublime. Et forcément qu'avec cette nostalgie, et le fait qu'on reste accroché à quelque chose dans le passé, alors que la vie est mouvement, on crée de la fermeture, et ça ne peut pas se reproduire parce que c'est exactement la situation de vouloir attraper le papillon ou de vouloir attraper le buffle, et puis lui, ce pauvre buffle, il passe son temps à s'enfuir. Parce qu'il n'est pas d'accord que vous l'attrapiez de cette façon-là. C'est un être libre. Donc ça signifie, et ça c'est quand même pas toujours un cap très facile, que nous devons accepter le relatif, le quotidien, la vie comme elle est, la simplicité de nos routines, et ne pas engendrer ne pas avoir cette idée que la seule chose qui compte, ça serait vraiment une expérience transcendante. Bien sûr, moi j'aime aussi les expériences transcendantes, comme tout le monde, mais il s'agit d'apprendre à être dans l'immanence. Et l'immanence, c'est le pendant de la transcendance. La transcendance, c'est dans des moments où vous êtes vraiment totalement disponible. Et l'immanence, c'est amener cette disponibilité dans la vie quotidienne. On appelle ça la pleine conscience parfois. Et on peut apprendre à transfigurer aussi ce quotidien. Quand je dis transfigurer, c'est voir chaque chose comme étant neuve, comme étant nouvelle. Et voir qu'il y a un petit miracle, que ce matin, quelqu'un a gentiment déposé cette petite branche ici, devant. On ne prend pas assez le temps de toucher la texture des feuilles, de regarder les nervures, de sentir. C'est très doux. Ça a une odeur. Et puis surtout, c'est une merveille de perfection. Donc en fait, même dans ma vie quotidienne, qui a l'air peut-être banale par rapport à certaines expériences intérieures, en fait, ça n'a de banal que parce que mon mental étiquette les choses et qu'il n'est pas ouvert. Et donc du coup, quand on se met à pratiquer et qu'éventuellement on n'a pas ou plus ces moments très spéciaux, on est déçu. Je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà, qu'à chaque fois qu'on a des attentes par rapport à quelque chose, ça ne se produit pas, n'est-ce pas? Eh ouais. Donc tableau numéro 4, on cesse d'attendre. Peut-être le buffle ne reviendra jamais. Mais si jamais le buffle ne revient jamais, c'est pas grave, parce qu'il y a plein de choses merveilleuses à voir. Le deuxième écueil de cette troisième étape, c'est de... J'ai perdu le fil. Pas grave, ça va revenir. Bon, le troisième. Peut-être je reviens au deuxième après. Le troisième écueil, c'est de penser qu'on est spécial. Et puis ça arrive assez vite quand vous vivez une expérience qui est waouh, vous voulez raconter à tout le monde ce que vous avez vécu, et puis les gens vous regardent.
Ça leur parle pas plus que ça. Grande déception, on ne peut pas partager. Et il faut faire attention de ne pas se renfermer dans l'idée que moi j'ai vécu un truc spécial que les autres n'ont pas vécu. Je suis un peu élu d'une façon ou d'une autre. Et surtout pas se la péter en se disant je suis arrivé. Parce qu'il y a des gens, ça peut leur. C'est l'illumination, hein. J'ai vécu ça, je suis illuminé. Et on n'est qu'à la troisième, enfin le passage troisième, quatrième étape, donc vous comprenez qu'il y a encore un long chemin à faire pour avoir vraiment une maturité spirituelle. Et donc ça signifie qu'il va falloir lâcher prise même des expériences sublimes, parce que dans le flot de la vie, ça ne s'arrête pas là, hein. On vit des choses merveilleuses, mais l'instant d'après, il y a autre chose qui se présente. Et il y a une histoire zen qui parle de ça. Cette histoire raconte que il y a quelque part une cité merveilleuse. C'est une cité où il n'y a pas de souffrance. Tout le monde s'aime, les gens sont tous gentils. Il y a des fleurs partout, il y a des animaux qui viennent manger du sel dans votre main. C'est un univers où on est délivré de toute question, de tout problème. Et bien sûr, le pratiquant dit « J'aimerais bien me rendre dans cette cité merveilleuse et même y établir mon domicile fixe. Je vais y mettre mon adresse, si je la trouve. » Alors le pratiquant se met en route. Il se met en route. Et figurez-vous qu'elle existe. Oui. Elle existe, cette cité merveilleuse. Et le pratiquant rentre là-dedans. Et il y a tout ce qu'on lui a dit. Les animaux qui viennent vous saluer le matin, les oiseaux multicolores, le soleil qui est jamais ni trop chaud, ni trop frais, tout est d'une perfection absolue. Et vous pouvez enfin vous détendre et peut-être vous dire « Ah, j'y suis arrivé. On m'avait dit que l'illumination existait. J'ai trouvé la cité merveilleuse. Il n'y a aucun problème, jamais. » Et si les autres ont des problèmes, c'est juste qu'ils ne sont pas arrivés dans la bonne cité. Qui se débrouillent, moi, je suis bien. Et puis, après un certain temps, le pratiquant est convoqué chez le chef de la cité. Et le chef de la cité lui dit « Écoute, tu es là depuis quelques semaines ou quelques mois, tu as pu bien purifier ton esprit, tu t'es détendu, tu sais que le bien-être existe, tu sais que l'amour inconditionnel existe, tu sais qu'il y a de la splendeur. Voilà, on t'a laissé un peu de temps, mais maintenant on a une grande vérité à te dire. Cette cité est une cité fantôme. Elle n'existe pas vraiment. C'était juste pour te donner le courage de te mettre en route. Parce que sinon tu ne serais jamais venu, tu n'aurais jamais fait le chemin. Si on t'avait dit tout ce qu'il reste à faire. C'était le sucre. Exactement. Et le chef de la cité lui dit « Mais tu verras, ça va être tellement plus savoureux pour toi de continuer ton chemin. Ça va être difficile, mais tu vas retrouver finalement les mêmes qualités que tu as trouvées dans la cité fantôme, mais sans devoir plus te couper de rien. Maintenant, tu vas devoir apprendre à tout rencontrer, quoi que ce soit qui vienne vers toi. » Donc la cité autour du pratiquant se dissout et il se retrouve dans la vie toute nue, toute crue, où les gens ne s'aiment pas toujours inconditionnellement, où il y a aussi de la laideur, où il y a aussi des problèmes, des trucs à gérer, des préoccupations, de l'adversité en tout genre, des rebondissements qu'on n'aurait pas attendus, des émotions. Oh, dans la cité fantôme, il n'y a plus d'émotions. Et là, les émotions vous arrivent en pleine figure. Zut alors, vous êtes dans le tableau 4.
Et en fait, cette cité merveilleuse, c'est, comme dans le tableau 3, le premier aperçu du buffle. Et dans l'étape numéro 4, il va s'agir à apprendre à rencontrer tout ce qui vient vers nous. Et c'est pas facile parce que on a en nous cette empreinte du buffle, donc cette empreinte de la cité merveilleuse. Et on aimerait vivre d'après ces valeurs-là. Et on voit qu'on est dans un monde qui est tellement loin de ça. Donc ça frictionne. Comment je vais trouver ma place là-dedans? Et puis, le tout premier aperçu de la cité merveilleuse ou du buffle se fait grâce à un moment où vous êtes devenu, par hasard, sans attente, complètement tranquille. Le papillon est venu se poser. Mais vous n'avez pas encore travaillé sur vos structures mentales. Et vos structures mentales vous paraissent complètement obsolètes à la lumière de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu. Vous avez des nouvelles valeurs que vous aimeriez bien incarner, mais les circuits neuronaux qui sont les vôtres ne correspondent pas à la vision que vous avez eue. C'est très ennuyeux. Parce que vous avez vécu une ouverture du cœur, puis vous vous apercevez ensuite que dans vos circuits neuronaux, je vais y arriver, vous êtes en train de vous ronchonner, vous jugez les autres, ou je vais l'inclure, nous jugeons les autres, nous ronchonnons, nous rejetons les autres, nous nous fermons pour eux. Il y a quelque chose en nous qui dit, mais enfin, dans la cité merveilleuse, tu sais bien, t'arrivais à aimer les gens comme ils sont. Ah oui, mais quand même, lui pas. Tout le monde sauf lui. Et c'est là que vraiment le travail spirituel commence. C'est-à-dire que vous devez vous créer un véhicule mental, c'est très cérébral, c'est un travail de reprogrammation neuronale, vraiment. Vous devez vous créer le mental qui est capable d'être le canal pour vos nouvelles valeurs spirituelles. Et dans d'autres retraites, nous avons parlé du passage du mental inférieur au mental supérieur. Donc c'est une référence à ça, en quelque sorte. Donc il va s'agir d'examiner nos croyances, nos modèles de pensée, notre réactivité, de s'arrêter, de juste témoigner du fait qu'on est retombé dans le panneau. C'est pas grave, on ne va surtout pas se flageller, mais en prenant du recul, ça va se dissoudre gentiment, et en étant très bienveillant envers soi-même et en posant comme intention d'incarner de plus en plus les valeurs de la cité merveilleuse, on va faire descendre ça dans le corps-esprit, on va intégrer progressivement une nouvelle façon d'être. Donc, en fait, l'illumination, si on veut utiliser ce mot, c'est pas d'avoir un aperçu glorieux de votre nature profonde, c'est tout le processus d'intégration qui suit. Donc, ça n'est jamais un événement, même s'il y a des expériences éclairantes, hein. Mais ce qu'on appelle l'illumination, c'est un processus continu qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est ça que le pratiquant découvre après la cité merveilleuse. C'est qu'il n'y a pas un moment où on peut se dire « c'est bon, j'y suis arrivé ». Enfin, quoique, vous verrez que dans les autres tableaux, il y a quand même des tentations de s'arrêter en route de nouveau. Et c'est vraiment du job. Et parfois, ça peut sembler laborieux. On a parlé un peu de la culpabilité, de l'attachement. Il y a aussi toutes ces colères, la rancœur, la honte, le sentiment de ne pas être à sa place peut-être, l'impression de ne pas être à la hauteur, le fait qu'on est parfois tyrannique envers soi-même, on ne se pardonne pas. Tout ça, c'est la jungle du tableau 4, et il va falloir tout élaguer. Ça laisse tout le monde très songeur.
se dire que c'est un petit mouvement après l'autre et c'est presque imperceptible. Vous savez, les tsunamis se produisent après d'innombrables petits craquements absolument invisibles sous l'eau, les plaques tectoniques qui imperceptiblement bougent. Et puis c'est des fois l'impression que nous on a quand on essaie de faire du travail sur soi, c'est-à-dire qu'on fait des micro-mouvements intérieurs, mais on a l'impression que ça ne se voit pas, on ne se voit pas toujours tout de suite avancer. Et puis tout d'un coup, il y a le petit craquement de plus et vous avez une déferlante incroyable. Donc il faut garder la foi dans ces tout petits pas qu'on fait un jour après l'autre. Et il est vraiment capital de comprendre que dans ce que nous enseignons, Johan et moi, il y a ce va-et-vient permanent entre vous proposer des pratiques où vous plongez en vous-même. C'est la dimension verticale. Et on ouvre des portes de perception qui étaient fermées d'habitude. Et puis, cet autre travail, qui est le fait de se rendre compte de nos structures limitantes, psychologiques, émotionnelles, et de progressivement lâcher ça. Et ça, c'est le plan horizontal. Le progrès, c'est les deux simultanément. De telle façon que votre incarnation, votre personnalité, votre corps-esprit deviennent le réceptacle pour des énergies beaucoup plus élevées, qui pourront alors descendre en vous parce que vous aurez fait la place pour ça. That's the secret. Une dernière chose, avant qu'on pratique, qui est importante, qui va être en lien avec la pratique qui suit, c'est que le passage du 3 au 4, c'est aussi la nécessité d'ouvrir son cœur. Dans la cité merveilleuse, on n'a pas besoin tellement d'ouvrir son cœur, parce que on plane, quoi. Et en tout cas, il n'y a rien qui pourrait refermer votre cœur. Mais le travail du 3 ou 4, c'est comment est-ce que, et pas seulement, ça va continuer dans les autres tableaux, comment est-ce que j'apprends à garder mon cœur ouvert face à quelqu'un qui me rejette ou que j'aime pas, etc., etc. Donc, un de nos outils pour faire ce chemin, outre la reprogrammation psychologique, c'est de donner de plus en plus de place et de valeur au fait d'être affectueux, d'être aimant et de s'incliner devant ces valeurs du cœur comme étant vraiment primordiales. Ce n'est pas juste un fait divers. Hein. Le fait d'avoir de la clarté dans son esprit et d'être en contact un petit moment avec la vérité, c'est pas mal. On prend volontiers ça avec. Mais quand cette clarté descend dans le cœur, c'est infiniment plus juste et plus profond et plus savoureux. Et donc, on a besoin absolument de cette compassion. Déjà pour soi-même, parce qu'on se rend compte qu'on a beau avoir eu des belles expériences qui nous donnent du courage, il y a des moments où on est tous prisonniers de nous-mêmes, on est tous coincés en nous-mêmes, on a besoin de se donner à soi-même beaucoup de compassion, et on a besoin aussi d'offrir cette compassion aux autres, particulièrement quand on voit qu'ils sont coincés en eux-mêmes, prisonniers de leur propre réactivité. On est tous à la même enseigne, et le cœur permet d'avoir une sorte de tolérance les uns envers les autres et de se pardonner aussi parce qu'on fait tous des erreurs. On n'est pas toujours au top. Et c'est ça, c'est cette compassion qui vient adoucir le travail du 4e tableau. Et ça, c'est un sacré job. De pouvoir se donner à soi-même de la douceur, de la bienveillance, de la compassion. Vivement le 5e.